se réunir au titre du PLUI à Donne-Marie d'Antilly. Merci Madame la maire de nous accueillir. Vous présentez, donc on a eu une première réunion pour présenter globalement les objectifs. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase, comment dire, d'une façon humoristique, ben voilà, on a travaillé et on va rendre notre copie qui sera jugée et amendée peut-être, mais l'objectif, c'est d'arrêter le document d'urbanisme le 11 juillet. Alors après, vous avez une procédure, si vous avez des sujets, des réflexions, etc. Il y a la phase enquête publique, où vous pouvez réagir par rapport à des sujets bien particuliers ou des sujets généraux. Sachez aussi, et je le dis dès maintenant pour ne pas oublier, que dans chaque commune, les 42 communes, vous avez un registre, donc vous pouvez parfaitement faire des remarques, des demandes, poser vos questions. Ces questions seront prises en compte et examinées par le commissaire enquêteur qui est complètement neutre par rapport à la communauté de communes. Donc il y a cette phase-là, mais qui arrive après l'arrêt de notre document, parce qu'on arrête le document, et puis après, il y a encore des phases. Le cabinet Codra va vous expliquer tout ça. Donc ce soir, on va reprendre ce sujet-là, et puis j'espère avoir un débat entre nous pour répondre au plus près et au mieux aux questions que vous pouvez vous poser. Donc je vous laisse la parole. Et répondre également, ainsi que les élus ici présents, à vos questions éventuelles. Et bien sûr, j'ai suivi la réalisation de ce dossier depuis qu'il a été remis sur l'ouvrage en 2022, et j'avais déjà suivi aussi le premier dossier en qui avait démarré en 2017 et qui s'était arrêté en 2019-2020. Donc tout ça me permet de démarrer sur le calendrier, effectivement. 23 mars 2022, une nouvelle délibération pour relancer les travaux d'élaboration de ce plan local d'urbanisme intercommunal, avec un petit H au bout, donc PLUI H comme habitat, c'est-à-dire qu'il s'est renforcé d'un volet supplémentaire. L'élaboration d'un PLUI, c'est des phases progressives. On commence par une phase de diagnostic. Je vais revenir tout à l'heure sur ce que ça comprend exactement. Une phase dite de PADD, c'est le projet de territoire, ce vers quoi on va aller. Et puis, nous en sommes dans la phase qui apparaît en jaune sur la diapositive, les outils réglementaires. Comment on met en œuvre le projet sur lequel on est tombé d'accord voilà, entre les 42 communes qui composent le territoire. Les outils réglementaires, c'est le zonage, c'est le règlement. C'est un petit peu le nerf de la guerre. Une fois que ces outils réglementaires sont terminés, c'est ce qu'on va vous présenter ce soir, où est-ce qu'on en est de cette démarche-là, on passe dans la phase administrative. Alors, entre les deux, donc, on a l'arrêt du projet le 11 juillet. Jusqu'à l'arrêt, on est dans une phase dite de concertation, c'est-à-dire que vous êtes ce soir en réunion publique, vous avez la possibilité aussi donc, de vous exprimer par le biais des registres qui sont disponibles en mairie, sur lesquels vous pouvez donner votre avis. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer un mail ou un courrier à la communauté de communes concernant la concertation publique. Une fois que le document, lui, est arrêté le 11 juillet, sa vie n'est pour autant pas terminée. Il va rentrer dans les phases administratives, c'est-à-dire qu'on va consulter l'État, les personnes publiques associées qui vont donner un avis sur le dossier. La mission régionale d'autorité environnementale aussi, qui va donner un avis sur le caractère environnemental du dossier, et puis un avis des communes également, et ensuite donc la phase dite d'enquête publique, avec une commission d'enquête qui recevra les avis des habitants, y compris lors de permanence, une enquête qui devrait durer au moins un mois, qui aura lieu donc à l'automne, si tout se passe bien sûr, et dont les conclusions seront ensuite rendues publiques, et sur lesquelles
la communauté de communes pourra s'appuyer pour faire évoluer le document une dernière fois en vue de son approbation. Donc la possibilité de prendre en compte l'avis des habitants, l'avis des personnes publiques dites associées pour faire évoluer le dossier en vue de son approbation, donc qui devrait avoir lieu début 2025. Voilà. Donc on va rentrer prochainement, bien sûr, dans cette dernière phase administrative. Un petit rappel de ce qui a été réalisé en matière de concertation publique dès le démarrage donc, de cette reprise de procédure avec des réunions publiques. On avait déjà eu l'occasion d'aller à l'encontre de la rencontre de la population en septembre 2023 à l'occasion de 4 réunions. Ce soir, nous avons une réunion ici à Donne-Marie-d'Antilly, il y en a une également à Vimpel. Demain, il y en a une à Châtenay et une autre à Gouet, donc une deuxième session de 4 réunions publiques. Ont eu lieu également des stands avec des sessions en 2023 sur le marché de Bray, au Festival de la photographie nature à Gurcy-le-Châtel. On a eu une deuxième session en 2024, donc au printemps, sur le marché de Bray-sur-Seine et au Salon des artistes aussi à Gouet. Des panneaux de concertation qui ont été mis en place, des panneaux d'information, et puis une concertation aussi sur l'agriculture, enfin en lien en tout cas avec le monde agricole, qui s'est tenue en 3 sessions de réunion, une en 2022, une autre en 2023, et une autre qui s'est tenue tout récemment. Donc cette concertation publique, vous retrouverez dans le document final du PLUI la délibération qui devrait arrêter le document, et à cette délibération sera associé le bilan de la concertation. C'est-à-dire qu'on fait un bilan de cette concertation. Globalement, qu'est-ce qui aurait pu être pris en compte sera notamment exprimé au travers ce bilan. Voilà, donc c'est un point important. Et ce soir, avec cette dernière session de réunion publique, il y a encore quelques semaines pour contribuer sur le registre, mais c'est vrai qu'on va arriver vers la fin du mois de juin et il sera temps de tirer ce bilan, donc jusqu'à mi-juin, fin juin, pour recueillir encore vos avis. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet d'urbanisme, parce qu'il peut faire des choses, mais bien sûr, il y a aussi des choses qu'il ne traite pas. Alors, ce schéma vous montre quelques exemples. À titre d'exemple, effectivement, le PLU va effectivement réglementer la hauteur des bâtiments. Quelle est la hauteur maximale admise pour des bâtiments? Quelle est la forme de la toiture, son inclinaison? Quelle est l'emprise au sol maximum d'une construction qu'on va pouvoir autoriser sur un terrain? Mais par contre, il n'y a plus, par exemple, ce qui existait avant, pour ceux qui ont connu les POS, plan d'occupation des sols, il n'y a plus de taille minimale de terrain constructible. Avant, on pouvait avoir ça dans certains POS. Un terrain devait faire 1000 m² minimum pour être constructible. Ça n'existe plus, ce n'est plus possible au titre de l'évolution de la législation française. Le code de l'urbanisme ne le permet plus. Pour autant, on a d'autres outils, bien sûr, pour cadrer les choses. Il va pouvoir évoquer le stationnement, l'implantation des constructions, comment j'implante ma maison quand je fais construire une maison par rapport à la limite avec les voisins. Ça, c'est un élément important. Comment je l'implante par rapport à la limite avec la voie. Voilà, donc ça, c'est bien des registres concernant le PLUI directement. La question de l'exigence de plantation. Le PLUI peut effectivement imposer la plantation d'un arbre pour 200 m² d'espace vert, par exemple. C'est tout à fait possible. Par contre, il ne va pas sur le registre de la taille des arbres, de comment on entretient son jardin. Ça c'est pas possible. Le PLUI n'a pas de prérogative en la matière. Globalement, ce que le PLUI va contrôler, c'est tout ce qui fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme. J'ai un projet de construction, eh bien, je dois, on va dire, réaliser un permis de construire, une déclaration de travaux, idem pour un projet de clôture, par exemple. Je souhaite refaire ma clôture, je dois déposer une déclaration, etc. Donc tous ces éléments-là sont bien contrôlés par le PLUI avec un certain nombre de règles qui seront à respecter, qui ne sont pas forcément des règles complexes. La plupart des règles sont des règles
relativement simple, exprimé de façon assez simple. Et c'est ce qu'on va regarder un petit peu plus en détail. Alors sans rentrer dans tout le détail sur 42 communes, vous en doutez bien, mais au moins dans les grandes lignes. Alors, un petit point aussi pour vous rappeler, c'est des éléments qu'on avait rappelés aux précédentes réunions publiques, mais PLUI, c'est un processus de questionnement. Je le disais, il y a un diagnostic. Donc, à travers le diagnostic, on va regarder finalement comment va le territoire. Qu'est-ce qui se passe de bien, qu'est-ce qui se passe de moins bien? Comment la population évolue? Est-ce qu'elle stagne? Est-ce qu'elle vieillit? Est-ce qu'elle rajeunit? Combien de logements on construit chaque année? Combien d'emplois sont créés sur le territoire? Ou au contraire, est-ce que le territoire perd des emplois? C'était un petit peu le cas. Une fois qu'on a fait ce grand bilan, donc c'est le diagnostic, on se fixe des objectifs de façon, on va dire, à répondre à ces enjeux. Comment est-ce que, globalement, on peut améliorer les choses sur le territoire? Et ça, c'est le projet d'aménagement et de développement durable. C'est la deuxième phase, la phase de PADD, donc, qui a été réalisée début 2023. Une fois qu'on s'est fixé ces objectifs, comment on les traduit réglementairement? Si je souhaite voir la construction de 50 logements par an en moyenne sur le territoire, qu'est-ce qui va être mis en œuvre pour favoriser la construction de 50 logements en moyenne par an sur le territoire? Et c'est ce qu'on vous propose de regarder, pas seulement sur la question des logements, mais d'une façon générale, comment le dispositif dit réglementaire répond à tout ça. Et puis, quand on élabore un plan local d'urbanisme, qui soit intercommunal ou même communal dans d'autres situations, on n'est pas tout seul, on a des partenaires qui sont parfois des censeurs aussi, avec des documents supérieurs. On a au-dessus du PLU le schéma de cohérence territoriale avec lequel on doit être compatible. Si on n'est pas compatible, le PLUI n'a aucune chance de passer, d'être approuvé, parce qu'il ferait l'objet d'un avis défavorable. Donc on se doit d'être compatible avec le SCOT, et puis avec, vous voyez, ce schéma un peu complexe, le PLU, lui, il est là, et effectivement, on a tout un tas de documents de loi que l'on doit intégrer. C'est un peu comme les poupées gigognes, et puis le PLUI, c'est un peu la plus petite des poupées. Voilà. Donc il faut rentrer dans tout cela, et donc c'est un exercice qui peut être perçu comme complexe, mais qui touche à sa fin, en l'occurrence sur le territoire. Voilà, donc un document de PLUI qui sera composé des pièces que j'évoquais tout à l'heure, du diagnostic, du projet d'aménagement et de développement durable, et des pièces réglementaires. Alors, deux types de pièces réglementaires. Pour ceux qui s'intéressent depuis un certain temps, vous êtes quand même assez nombreux ce soir, donc au PLUI, en général, on connaît le zonage, la grande carte sur laquelle sont délimitées les zones, les différents types de zones, zones à urbaniser, zones urbaines, zones agricoles ou zones naturelles. Il y a ça, il y a un règlement qui est associé à ces différentes zones. Avec le règlement, avec le zonage, une autorisation d'urbanisme, un permis de construire, doit être conforme. C'est-à-dire si la hauteur maximale, elle est dite à 10 mètres, par exemple, pour une construction, c'est 10 mètres, c'est pas 10 mètres 80. C'est 10 mètres maximum. On peut être en dessous, mais on ne sera pas au-dessus. On est sur cette notion de conformité. Donc c'est une notion effectivement très stricte. On a une deuxième série de pièces qu'on appelle les orientations d'aménagement et de programmation, qui elles vont plutôt s'appliquer sur des secteurs, pour faire simple, de type lotissement, futur lotissement. Et ces orientations d'aménagement et de programmation, elles ont vocation, au travers des petits schémas, à montrer un petit peu comment doivent s'organiser ces futurs secteurs à urbaniser. Un lotissement sur 10-12 lots, eh bien, comment sa desserte sera organisée? Qu'est-ce qu'on attend en termes de qualité urbaine de ce lotissement? Là, on n'est pas dans un rapport de conformité, mais dans un rapport dit de compatibilité. C'est-à-dire que si on a posé un principe de voie traversante, par exemple, pour cet espace qui va accueillir un lotissement, eh bien, il faudra qu'il y ait une voie, effectivement, qui le traverse, qui le desserve, mais la façon de la réaliser, sa position exacte reste assez libre. Donc on a deux types de documents dits réglementaires dans un plan local d'urbanisme intercommunal. Et
Et donc on va regarder comment les différents axes du projet du territoire aujourd'hui nous ont conduit à proposer et à échanger avec les élus sur les bonnes règles pour votre territoire pour répondre à ce projet.